C'est une lapalissade, la vie est dure au Cameroun. Tout le monde veut partir et s'étend à tous les prix. D'aucuns prennent le risque d'y aller par la route, par la mer, à leurs risques et périls. L'un d'entre eux a porté sa croix jusqu'aux portes du Maroc et dans des conditions très difficiles, il a été rapatrié chez lui au Cameroun. Une longue aventure infructueuse assortie de leçons. Il promet de ne plus jamais réessayer de reprendre la route et déconseille cette aventure aux autres Camerounais. Il a cependant besoin d'aide pour se relancer et entreprendre sur place, car la vie est toujours difficile chez lui. Mesdames, Messieurs, merci de faire confiance à Naya TV et bienvenue à cet autre numéro de Sans Tabou qui donne la parole à un immigré clandestin refoulé de force chez lui et qui traverse toujours des moments difficiles. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Naya Télévision. Sans Tabou reçoit aujourd'hui un jeune Camerounais âgé de 29 ans. Il s'appelle Giresse Demafo Kenfak. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, monsieur. Merci de répondre à l'invitation de Naya TV. Vous vous appelez Demafo Kenfak Giresse. Vous avez 29 ans. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat F4, c'est-à-dire génie civil, dont vous avez fait dans la maçonnerie. Et vous êtes troisième d'une fratrie de 7 enfants. Vous vous êtes lancé après l'obtention de votre baccalauréat dans le génie civil. Vous travaillez comme manœuvre, c'est bien ça? Comme maçon. Comme maçon, du côté de Douala. Et par la suite, vous n'avez pas pu joindre les deux bouts et vous avez choisi de partir. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez choisi de quitter le Cameroun? Bien, il faut dire qu'après l'obtention de mon baccalauréat, je me suis installé du côté de Douala, la capitale économique où j'exerçais dans le bâtiment. Entre travaux mal payés et parfois même non payés à cause de la malhonnêteté de certains patrons, certains employeurs. Bon, j'avais du mal à joindre les deux bouts puisque j'avais également mon fils qu'il fallait s'occuper de lui et tout, avec les charges, la location, etc. Ça n'allait pas vraiment et j'ai décidé de chercher mieux ailleurs. C'est la raison pour laquelle je suis parti en aventure. Alors, lorsque vous quittez Douala, vous vous dites, vous partez où? Ma destination, je voulais à tout prix rejoindre l'Espagne, en passant par le Maghreb, notamment par le Maroc. Et qui vous a montré le chemin, puisque vous y êtes allé par route? Il faut déjà dire qu'à l'aide du numérique, je me suis d'abord bien renseigné à travers les informations numériques, le téléphone et tout, et aussi à travers les communications avec mon entourage. Au ghetto, on se partageait les idées entre nous, les jeunes du quartier, quoi, avec lesquels nous sommes allés ensemble. Et vous étiez combien au départ de Douala? Quittant Douala, on était au nombre de 10. Vous étiez 10? Ouais. Et vous avez pris quel chemin? Vous êtes parti comment? Par route, par voie terrestre. On a pris naturellement le bus de Douala pour la capitale politique Yaoundé. À Yaoundé, on a pris également le bus pour Bétoua, Garoua, Nigeria, etc. C'est par route et papier, marche, voiture. Donc vous êtes passé par le nord, vous avez rejoint le Nigeria. Ah oui. Du Nigeria, le Niger. Le Niger, désert du Niger, désert d'Algérie, Algérie, on a continué jusqu'à la frontière algéro-marocaine. C'est à ce niveau que tout a basculé. C'est à ce niveau que tout s'est arrêté. Avant d'y arriver, comment le voyage se passe? Est-ce que tout est fluide? Vous payez vos transports, vous y allez normalement? Ça se passe comment? Non, le voyage est très compliqué.
très très compliqué. À m'entendre parler du voyage aussi, en disant route, voiture, d'aucuns pourront penser que c'est aussi très simple que ça. Non. Il y a eu beaucoup de complications parce qu'on n'arrive pas aussi à... Ça n'avance pas aussi de façon fluide. On a eu beaucoup de difficultés au niveau des frontières. Il faut déjouer les gardes, il faut déjouer la police, il faut se protéger contre les kidnappeurs, il faut se protéger contre les agresseurs, il faut... etc. On a fait également des cellules et tout ça, comme au Nigeria, où nous avons été arrêtés. Il y a eu des suspicions que ce sont des étrangers et tout. Et on nous a arrêtés à la gare routière. On a fait 3 jours de cellules. C'est après avoir monnayé les qu'on a été libérés. Ensuite, on a continué le chemin, etc. Et au Niger, la même chose. Lorsqu'on vous arrête, il faut négocier votre tête, sinon vous pourrez aller en prison. Alors, vous partez, vous arrivez donc aux portes de la frontière Maroc-Algérie. Oui. Alors, dites-nous, avant d'y arriver, comment vous réussissez à traverser le désert? Parce qu'il faut dire, le Niger a l'un des plus grands déserts d'Afrique quand même, qui couvre une partie du Soudan également. Oui, il faut dire que c'est le désert du Sahara, à l'extrême nord du Niger, est l'un des déserts les plus hostiles, précisément au niveau d'Assamaka. C'est à ce niveau que vous entrez au désert pour la traversée. Le désert est situé entre le Niger et l'Algérie. Donc, ainsi de suite. On le fait avec des pick-up. Les pick-up sont les Touaregs. Oui, ils vous transportent à l'intérieur des pick-up pour traverser le désert. Cela a été... c'était très difficile. On a fait pratiquement 3 jours de traversée entre famine et soif. Mais grâce à Dieu, on a pu traverser quand même si je garde les séquelles d'avoir vu 2 de mes compatriotes de route tomber. Justement, je voudrais vous poser cette question, mais avant d'arriver, vous partez du Cameroun quand et vous arrivez aux frontières Maroc-Algérie à quel moment? Il faut dire que une fois arrivé, je quitte le Cameroun en novembre 2024. Oui, en novembre 2024, début novembre, 5 novembre comme ça, 5-6 novembre. Et on arrive en début décembre, presque 1 mois de route en Algérie. Une fois en Algérie, mes économies étaient déjà tous épuisées. J'étais obligé de travailler. Oui. J'ai eu à travailler plusieurs mois. Donc, ce n'était pas direct. J'ai choqué dans des chantiers, puisque je suis technicien sur maçon. J'ai travaillé dans le bâtiment des Arabes et tout ça. Même jusqu'à ce niveau, il y a également toujours des abus. Vous travaillez, vous ne recevez pas votre paye. Parfois, c'est des menaces. L'arabe vous dit, vous êtes étranger, je ne peux pas vous payer. Si vous parlez un peu fort, je vais vous appeler la police et tout. Vous êtes obligé de vous soumettre. De vous soumettre, de le laisser comme ça, et puis vous cherchez ailleurs, et ainsi de suite. Chez celui qui a la crainte de Dieu, vous allez recevoir votre dû. C'est un peu ça. Oui. Également, on ne peut pas aussi négliger le côté des agressions, le côté des kidnappeurs aussi, tout ça. Voilà. Donc à tout moment, il faut être sur vos gardes. Oui. Avec les peu d'économies que j'ai pu amasser là-bas, c'est avec ça que j'ai pu continuer à financer mon voyage pour traverser l'Algérie jusqu'à la frontière
algérienne. Parce qu'il faut dire que l'Algérie est le pays le plus vaste d'Afrique, si je ne me trompe pas. Donc pour traverser ce pays, c'est pas vraiment facile. C'est comme le Cameroun, presque 8-10 fois, si je ne me trompe pas. Revenons-en à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous partez du Cameroun au nombre de 10. Vous arrivez en Algérie, vous êtes combien? On arrive en Algérie. Il faut dire qu'en cours de route, on rencontre d'autres personnes, d'autres compatriotes. Quand on quitte Douala, ainsi de suite, au fur et à mesure, ça s'agrandit. Oui, ça s'agrandit, oui. Et vous communiquez comment? C'est des coïncidences en chemin? Vous tombez sur d'autres? Vous demandez, vous allez où? Vous dites, on va en aventure et puis vous vous mettez ensemble ou bien? Oui, il y a des coïncidences. Il y a des coïncidences. Il y a également des checkpoints où vous vous retrouvez, vous vous rassemblez et puis vous poursuivez. Oui, exactement. Il y a des ghettos. Oui. Et ainsi de suite. Pendant le voyage, il y a des points de rassemblement des passagers. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon de l'immigration les guides, qui ont des points, des ghettos pour... les passeurs en fait. Des passeurs, voilà, pour recueillir leurs passagers. Voilà, et quand on vous regroupe, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on lance des convois et c'est comme ça que vous rencontrez la famille. D'autres personnes et vous. Alors, restons sur le groupe initial, le noyau de 10. Oui. Vous partez au nombre de 10. Est-ce que vous êtes revenus tous les 10? Non. Malheureusement, parmi les 10, j'en ai perdu 2. Oui. Une fois en Algérie, on s'est également scindé parce qu'il y en a certaines qui vont aller vers le côté de la Tunisie et certaines du côté du Maroc. Bon, à partir de là, on s'est divisé parce que déjà au désert, j'en ai perdu 2. On est arrivé 8 qui sont quittés du Cameroun, plus les autres qu'on a rencontrés hors du Cameroun. En chemin faisant. Oui. Comme au Nigeria et au Niger, etc. Bon, à partir de l'Algérie, on s'est scindé et chacun a pris sa route. En dehors de vos 2 compagnons de route, paix à leurs âmes, le nom? Il y avait Arthur, il y avait... c'était... Michel. Arthur et Michel. Oui. Vous êtes partis de Douala ensemble. Oui. Malheureusement, ils ont perdu la vie. En dehors de ces 2, est-ce que vous avez vu d'autres personnes tomber, succomber devant vous? Oui. Au niveau de la frontière algéro-marocaine, oui. Il y a eu une sorte on va dire, c'est un vacarme lors de la traversée. Beaucoup ont chuté dans les grottes et ont subi des chocs mortels. Oui. Là, ils ont frappé la tête dans les cailloux et tout. Et c'était pas son mort. Et vous en avez vu au total combien? 7. 7 et des blessés. 7 personnes mortes sous vos yeux. Ah oui. Et cela ne vous décourageait pas? Il faut dire que l'espoir d'une vie meilleure qui m'animait était plus fort que la peur de la mort, parce que il fallait tout faire pour s'en sortir. Et vous ne vous disiez pas qu'il peut arriver que ce soit moi qui chute, qui meure? Si jusqu'aujourd'hui on est rentré sain et sauf, c'est pas la grâce de Dieu, c'est pas parce qu'on était trop fort, c'est justement parce qu'on était couvert par le sang de Dieu, parce que... Mais ceux qui sont morts également, Dieu ne les avait pas abandonnés, c'est que la route était difficile. Vous avez peut-être été plus dur, plus résistant. Ah ouais, mais peut-être. Disons-le ainsi. Alors, vous partez finalement de l'Algérie vers le Maroc et vous l'avez dit, plus d'1 mois de route en Algérie, vous avez fait un break où vous avez travaillé pendant des semaines pour essayer, pour essayer de joindre les 2 bouts. Comment finalement vous êtes rapatrié aux frontières du Maroc? Ça se passe comment? Oui, justement,
Lors de cet incident, que nous sommes appréhendés par les gardes marocaines et algériennes de tous les côtés, nous sommes coincés à l'intérieur des grottes. Ceux qui ont chuté et ceux qui sont perchés, vous ne pouvez plus aller nulle part. Et vous êtes déjà encerclés, puisque c'était dans la nuit. Et ne maîtrisant pas le relief, parce que c'est la toute première fois pour nous de se retrouver à cet endroit-là. Voilà, on était déjà encerclés et il n'y avait plus autrement, il n'y avait plus quoi faire, à part se rendre, à part rester tranquille et on vient de pêcher. Sinon, même en essayant de fuir, tu peux chuter. Puis ils nous avaient déjà barricadés et en bas c'était les trous et tout. C'est quoi les grottes déjà pour ceux qui ne le savent pas? On va dire, ce sont des terrains très accidentés. Vous êtes perché en haut des collines et il faut descendre avec parcimonie, avec beaucoup de tactique. De tact, oui. Pour pouvoir, et le chemin est tortueux. Donc vous êtes à pied en fait. C'est à pied, c'est totalement à pied. Oui. Et donc vous êtes cerné de toutes parts, vous êtes appréhendé et vous êtes rapatrié. Vous êtes rapatrié où? Quand nous sommes cernés, on nous met dans les bus, direction les camps de refoulement. On nous garde dans les camps de refoulement. Le temps d'amener les autres et tout. Lorsque le nombre les enchante, ils nous chargent dans les bus pour descendre tout droit jusqu'au Niger. 3 jours de voyage. Parce que là, c'est déjà à l'extrême nord-ouest de l'Algérie. Il faut descendre. On est entre l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest. Et il y a donc cette vaste distance-là qui sépare le Niger de l'Algérie. Alors, vous passez combien de temps dans les camps de refoulement? Une fois au camp de refoulement de Assamaka, parce qu'ils nous jettent au désert de Assamaka. Et quand ils vous jettent, c'est à 15 km du camp de l'OIM. Ils savent que vous allez marcher jusqu'à retrouver les camps. Et quand ils vous déposent, ils vous disent continuez, allez-y. Ils vous disent continuez et allez tout droit jusqu'au camp de l'OIM. Si vous rentrez, on va tirer sur vous. Oui, et ils sont là. On était obligé d'avancer. On a avancé pendant presque une journée, 24 heures, pour rejoindre les camps de l'OIM situés en plein désert de Assamaka, effectivement, à l'extrême nord du Niger. On a fait des mois là-bas. Oui. Des mois. Oui. En dormant même le sol. Dans des conditions extrêmement difficiles. Et vous mangez combien de fois par jour? Là-bas, on mange une seule fois par jour. Une fois jour, pendant des mois. Mais vous avez su résister. Et vous lancez donc finalement, via vidéo, cet appel au gouvernement camerounais pour vous venir en aide, parce que vous êtes donc justement dans ce camp de l'OIM à Assamaka du côté du Niger. Vous lancez cet appel via vidéo, ce qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Vous appelez le gouvernement à l'aide. Finalement, comment vous rentrez au Cameroun? Oui, il faut dire que la vidéo est partie du fait que notre convoi, les Camerounais, ça tardait beaucoup à être rapatriés au Cameroun, pendant que les autres nations étaient chaque jour évacuées vers leur pays. Alors, pour nous, tardait toujours. Et on enregistrait également des morts, puisqu'il faut le dire, on a perdu un compatriote au désert d'Assamaka. Quand vous regardez la vidéo, vous allez vous rendre compte qu'au moment où je parlais, il y avait une personne au sol. Couchée à même le sol, oui. Justement, la réalisation va faire diffuser en bas de l'écran cette vidéo où c'est vous le porte-parole en fait de la communauté camerounaise. Oui. Donc ce compatriote finalement, il est passé de vie à trépas. Comment donc vous revenez? On n'a pas encore donné une suite favorable à notre situation. Nous n'avons pas où dormir. Vous pouvez voir, nous sommes ici dans le camp de l'OIM.
Nous sommes ici dans le camp de l'OIM avec des malades, comme vous pouvez constater. Il y a ceux qui meurent. Il y a des femmes enceintes. Il y a des mamans avec des bébés, etc. Donc, une fois de plus, nous demandons au gouvernement camerounais de répondre à l'appel de l'OIM qui n'attend que l'un mot pour notre déportation au Cameroun. Nous avons décidé de retourner au Cameroun. Donc, comme vous pouvez constater, nous sommes plus de 200, des malades, des femmes enceintes, etc. Nous sommes des parents des familles. Si nous sommes sortis, c'était pour un but, nous battre afin de soutenir la famille au pays. Et comme cette situation s'est passée ainsi, nous avons décidé de retourner au pays. Alors nous demandons au gouvernement camerounais de nous venir en aide. Il y en a certains qui sont déjà à 6 mois, d'autres sont à 5 mois, d'autres sont à 3 mois. Tous les autres ambassades des autres pays africains ont déjà rapatrié leur population. Alors nous demandons une fois de plus à la au gouvernement camerounais, nous demandons une fois de plus au gouvernement camerounais de répondre à l'appel de l'OIM afin que nous retournions au pays dans les brefs délais. Et à partir de ces vidéos-là qui ont fait un toll au Cameroun, lorsque je les ai réalisées 2 jours juste après, les camions sont venus nous charger pour le second camp de transit de l'OIM. On a donc quitté le désert d'Assamaka pour le désert d'Arlit. Oui. Ensuite, Arlit, on a transité vers le 3e camp, qui est le camp de Agadez. Et c'est à partir de Agadez que les autorités nigérianes et OIM, conjointement avec l'État du Cameroun, ont tout fait pour que nous puissions être rapatriés en avion jusqu'à Simalène-Yaoundé. Jusqu'à Yaoundé-Simalène. Vous êtes sur Santabo. Naya TV reçoit Giresse Demafo Kenfak. Il est victime de cette aventure infructueuse du côté du Maghreb où il essayait de rallier l'Espagne. Il n'a malheureusement pas pu arriver et a été rapatrié au Cameroun. La suite dans un instant. Mesdames et messieurs, chers clients, bienvenue à l'hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles. Vous venez d'horizons divers et vous avez besoin d'un cadre calme, sécurisé et classe. L'hôtel Le Quai d'Orsay met à votre disposition un cadre idéal et sain pour tous vos problèmes de détente et de discrétion. Avec sa diversité de services, l'hôtel Le Quai d'Orsay vous offre une 40aine de chambres variées, 6 appartements, 7 suites, une salle de sport, une piscine, une salle de fête d'une capacité de 300 places, une salle de conférence, un restaurant, 2 parkings pour vos véhicules, des caméras de surveillance pour votre sécurité et une buanderie. Sans oublier des navettes de service, le tout bien équipé et standardisé. Pour vous servir, l'hôtel Le Quai d'Orsay est doté d'une équipe de professionnels avenante, accueillante et parfaitement bilingue. Pour mieux répondre à vos attentes, l'hôtel Le Quai d'Orsay a rehaussé le standing. À l'hôtel Le Quai d'Orsay, venez, admirez et vivez. Hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles, mieux que ce que vous imaginez. Better than you imagine. Santabo reçoit Giresse Demafo Kenfak. Il est âgé de 29 ans. Son aventure n'a pas prospéré du côté du Maghreb. Il a donc été rapatrié au Cameroun. Vous êtes arrivé au Cameroun en septembre 2025 et vous avez donc pris vos quartiers à Yaoundé-Soa. Vous n'êtes plus retourné sur Douala. Avant qu'on ne parle de votre vie sur place au Cameroun, qu'est-ce que vous retenez comme leçon de cette aventure? Il faut dire que si on est parti, c'était à cause des conditions de vie très précaires, qui étaient difficiles.
On cherchait un lendemain meilleur pour nous, pour nos familles, pour nos enfants aussi. Bon, cela s'est passé ainsi. D'aucuns la qualifieraient d'une aventure infructueuse, mais pour moi, je la considère comme une aventure plus qu'infructueuse parce que cela m'a permis de découvrir le monde extérieur, le dehors. J'ai découvert beaucoup de choses dans les pays du Maghreb. Je suis rentré avec beaucoup d'idées, d'innovation chez moi. Je suis rentré avec un mental plus fort. Je suis devenu encore plus courageux, plus résistant face aux difficultés de la vie. Et je comptais m'installer sur place et vraiment réussir dans mon pays. Ouais. Alors, s'il vous était donné de reprendre la route, est-ce que vous repartirez? Comme je l'ai dit, non, je ne repartirai pas parce que j'en ai vraiment besoin de réussir chez moi. C'est vrai, c'est difficile. Comme un célèbre entrepreneur camerounais, Chokos, l'a dit, c'est difficile mais c'est possible. Et moi aussi, je pense que s'il a pu s'installer, réussir au pays, pourquoi pas moi? Je pense que je pourrais aussi. Alors, d'où viennent ces leçons? Vous avez vécu en Algérie, vous avez flotté aux frontières du Maroc. Finalement, vous constatez quoi? Que la vie, globalement, elle est plus belle chez vous au Cameroun ou bien? Oui, on est toujours mieux que chez soi. Je pense ça c'est mon point de vue. Vous êtes mieux au Cameroun? Oui, je suis mieux au Cameroun. Ouais. Alors, revenons un peu sur les débuts. Lorsque vous partez de Douala pour cette aventure destination Espagne, combien aviez-vous mobilisé comme argent pour votre voyage? Il faut dire que la somme, ça serait un peu difficile d'être précis à ce niveau parce que c'est une fois en Algérie que je parviens à travailler dans quelques chantiers pour avoir la somme qui me permettrait de continuer à financer le voyage parce qu'en quittant, c'était très compliqué. Je n'avais pas assez d'argent ici. Donc, c'est que je suis sorti avec ma permis d'arriver juste en Algérie. Vous préférez garder le montant secret? Non. Vous êtes parti à peu près avec combien? 1 million, 2 millions? Non, pas du tout. Mais si j'avais cette somme, je ne serais jamais sorti. C'était nettement moins que ça? Oui, infiniment. C'était pas une grande somme, c'était très moins que ça. Moins de 500 000 quand même. Moins de 500 000. Et vous y êtes allé en Algérie, vous avez quand même pu mobiliser un peu plus. Ouais. J'en ai travaillé quelques sommes qui m'ont permis de continuer. Et vous, lorsque vous revenez, finalement vous atterrissez à Simalène avec quoi? En septembre 2025. J'atterris à Simalène avec toujours mon espoir vif qui m'anime de réussir dans la vie, avec beaucoup de leçons tirées de cette aventure, avec beaucoup d'ouverture d'esprit, avec ma santé. Je suis rentré sain et sauf et c'est une grâce de Dieu parce que j'en ai vu des gens mourir, j'en ai vu certains devenir malades mentaux. Et donc j'en ai vu des gens subir des dépressions. Pour moi, rien que ma santé et le fait de rentrer sain et sauf est une grâce.
j'ai toujours mon espoir et je sais qu'un jour ça va aller. Vous savez qu'un jour ça va aller. Je rappelle que selon les chiffres de l'Organisation internationale des migrations, pas moins de 8000 personnes seraient décédées ou portées disparues sur le chemin de l'immigration clandestine en 2025. Des chiffres qui certainement semblent sous-estimés puisqu'il y a des portées disparues et des décès qui ne sont parfois pas répertoriés et recensés. J'irais dès ma foi donc eu cette grâce d'y aller et de revenir sain et sauf. Je le disais, vous vous êtes installé à Soie et depuis là, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Depuis que je suis rentré, j'ai lancé une petite activité de commerce. Oui, j'ai pu déjà faire un kiosque où je vends les maillots, les habits sportifs, les barbouches aussi, mais il faut vraiment préciser que mon commerce n'évolue pas, manque de fonds. Parce que les peu de moyens que j'avais m'ont permis de faire le kiosque, mais je n'ai absolument rien à l'intérieur. Je n'ai que besoin d'un simple petit coup de pouce pour pouvoir développer cette activité. Et qui, ouais. Alors, vous revenez, vous avez pu garder un peu d'argent sur vous avec l'accompagnement de l'OIM, vous créez donc votre kiosque. Aujourd'hui, de quoi avez-vous concrètement besoin? Vous avez un kiosque, quelques maillots. Vous avez concrètement besoin de quoi? J'ai vraiment besoin de soutien pour élargir ce business. Oui, j'ai vraiment besoin des moyens. Les moyens peuvent ne pas être forcément financiers, mais même si un bienfaiteur avec la main sur le cœur, humblement, je demande si quelqu'un pourrait m'aider uniquement avec, même si c'est des maillots, des habits ou des chaussures, pour me permettre d'agrandir mon commerce. Je serais vraiment ravi parce que il faut dire que je ne gagne pas encore parce que je ne vends presque rien, il n'y a rien dedans. Oui. Et je ne compte uniquement que sur ce commerce. Et uniquement que sur ça et mon Dieu. Alors je rappelle que vous avez un enfant jusqu'ici, à 29 ans. Vous êtes revenu dans le Cameroun. Quels sont vos rêves? Mon rêve, c'est d'être un grand entrepreneur, un grand commerçant qui pourrait aussi importer de la marchandise. Pourquoi ne pas aussi fabriquer de la marchandise dans son pays et en fait, j'aimerais participer au développement économique de mon pays, le Cameroun, que j'aime bien. Si on est sorti, ce n'est pas parce qu'on n'aimait pas le Cameroun, c'est parce qu'on rêvait aussi aller réussir comme les autres. Donc, vraiment, j'en ai vraiment besoin de l'aide pour élargir mon activité. Oui. Alors, quels sont vos modèles en entrepreneuriat aujourd'hui? Vous avez des rêves, être grand commerçant comme qui? Être grand entrepreneur comme qui? Comme monsieur Philippe Simo, comme monsieur Jokos, le grand frère qui nous a toujours dit que c'est difficile mais c'est possible, chez qui je m'inspire beaucoup, comme maman, notre mère nationale, maman Noran Foster, à qui je dis déjà un grand merci pour avoir relayé les vidéos que j'ai tournées depuis le désert d'Assamaka où mes compatriotes et moi étions vraiment en détresse. Et elle a porté haut nos voix afin qu'elles soient vraiment entendues et nous permettre de retourner au pays. C'est également envers ces personnes-là que je sollicite vraiment de l'aide pour un accompagnement et une intégration sociale. J'en ai vraiment besoin de l'aide. Maman Noran Foster, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, aidez-moi. J'en ai vraiment besoin de l'aide. Monsieur Tchokos, monsieur Kabal Libi, même au président de la République, Papa Paul Biya, j'en ai vraiment besoin de l'aide. Il a promis de mettre les jeunes au centre de son nouveau septennat. Vous avez espoir qu'il vous écoute. De toute façon, nous, sur Naya TV, nous faisons notre travail, donner la parole à toutes les personnes, celles qui ont réussi, celles qui ont des rêves et qui veulent aller de l'avant. Dernière question, Giresse, est-ce que vous conseillerez aux jeunes de tenter quand même leur chance en allant en Europe par la route?
par la mer. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Vous avez toujours été fort, restez fort. C'est la toute dernière question. Non, je ne conseillerais personne d'y aller, même si la mienne a été qualifiée d'infructueuse. Pour moi, reste une grande leçon. Je serais très fier de constater qu'à partir de mon récit, que j'ai pu dissuader quelques-uns de mes frères camerounais de ne pas prendre cette route parce qu'elle restait très dangereuse. Vous avez plus de chances de mourir, de perdre votre vie aussi gratuitement que de réussir. Ouais. Bien que beaucoup ont aussi pu réaliser leurs rêves en rejoignant l'Europe et en réussissant, à chacun son destin. Vous dites, si vous voulez y aller, utilisez les voies normales. Giresse, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Naja TV, à travers son illustre présentateur, M. Brankamra, que vous êtes, de m'avoir donné l'opportunité de parler de moi, de parler de mon vécu, de mon histoire. Soyez fort. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et nous espérons que la nation vous a écouté, ceux qui sont là pour accompagner les jeunes, les institutions, les entrepreneurs privés, publics, pourquoi pas, et bien sûr divers programmes mis sur pied pour l'accompagnement et l'insertion socio-économique des jeunes vous ont écouté. Giresse Demafo Kengfak était sur Sans Tabou, âgé de 29 ans. Il a tenté une aventure par route et par mer pour aller en Espagne. Cela n'a pas du tout donné et il a donc pu retrouver le Cameroun sain et sauf. Beaucoup d'autres jeunes sont tombés en chemin et aujourd'hui, il déconseille de voyager par les voies clandestines. Merci de nous avoir regardés. Merci de faire confiance à Naya TV. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier